La nuit précédant le mariage de ma sœur, j'allais me coucher dans la chambre d'amis, le cœur plein et une carte à moitié finie pour elle posée sur la table de nuit. J'avais passé les 2 dernières semaines à aider à tout organiser, le traiteur, le plan de table, et même à coudre à la dernière minute un ourlet à sa robe de répétition. Je n'avais pas été invitée à porter un toast, mais je m'étais dit que cela n'avait pas d'importance. J'étais juste heureuse d'être là. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée en haletant. Une forte pression brûlante traversait ma pommette, puis ma bouche, quelque chose d'humide, de chaud, puis ce goût métallique, du sang. Je me suis assise, désorientée, étourdie, et c'est là que je les ai vus. Mes parents se tenaient au-dessus de moi, avec le centre de table en argent de ma sœur dans la main de papa. Maman n'a même pas scié. Bien fait pour toi d'essayer de voler la vedette à ta sœur, a-t-elle sifflé. Voyons s'ils te prendront en photo avec cette tête de main. Je me suis étouffée. Quoi? De quoi parlez-vous? Papa a ri comme si je lui avais demandé de raconter une blague. Tu aurais dû rester invisible. Mais non, tu as dû te maquiller. Tu as dû te tenir trop près de la mère du marié. Tu n'es rien. Tu es le décor. J'ai essayé de me lever. Ma vision s'est brouillée à cause de la douleur. Ma lèvre était fendue. Mon œil gonflait rapidement. Reste couché, a dit maman froidement. Tu as déjà ruiné la répétition de la robe rien qu'en étant là. Demain, c'est son grand jour, pas le tien. Je les ai regardés fixement. C'étaient les personnes qui m'avaient élevée, qui m'avaient tenu la main pendant les orages, qui m'avaient raconté des histoires au coucher. Ils se sont regardés et ont levé leur coupe de champagne, des restes du dîner de répétition. À la paix et à la perfection, a trinqué papa. Une distraction de moins, et ils ont trinqué. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient en allumant la lumière. Le miroir m'a fait crier. Ma joue était rouge foncé, gonflant rapidement. Une vilaine entaille traversait juste au-dessus de mon sourcil. Le sang coulait de mes lèvres. J'avais l'air d'avoir été agressée. Je ne pouvais le dire à personne. Pas encore. Pas dans cette maison. Je me suis recroquevillée sur le sol de la salle de bain, tenant une serviette sur mon visage. Je n'ai pas pleuré. Pas une seule fois. Cela m'a plus effrayée que la blessure. Je ne ressentais rien. Juste du froid. Au matin, ma sœur a frappé à la porte. Tu ferais mieux de ne pas faire de scène. N'ose pas gâcher ça. La voix de maman s'est jointe à la sienne. Soit tu sors et tu mets cette robe grise terne que nous avons choisie pour toi, soit tu pars. Tranquillement, j'ai ouvert la porte. Ils ont tous reculé. Oh mon Dieu, a marmonné ma sœur. Tu as l'air. Jésus. Qu'est-ce que tu t'es fait? Avant que je puisse répondre, maman a claqué. Elle est probablement tombée. Elle est maladroite. Elle l'a toujours été. Puis elle s'est tournée vers moi et a chuchoté doucement, et personne ne vous croira plus que nous. Je l'ai regardée alors qu'elle me tendait un stick correcteur dans la paume de ma main comme une menace. 1 heure plus tard, je me tenais au fond de l'église avec un visage tellement contusionné et rafistolé que j'avais l'air d'un fantôme. Les invités se sont retournés, certains inquiets, d'autres confus. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Pendant les vœux, maman s'est penchée et a chuchoté, souris. Au moins, fais semblant d'être utile. Papa a ri. Elle a de la chance qu'on la laisse même assister. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Pas cassé. Craqué, aigu, fin et précis comme la pointe d'un scalpel. Ils pensaient que je resterais petite. Que je m'effacerais, que j'oublierais, que je disparaîtrais. Mais j'en avais assez d'être leur arrière-plan, et je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, mais cela ressemblait à des couteaux tranchant mon crâne. Chaque pulsation de mon visage battait. J'ai essayé de bouger ma mâchoire et j'ai ressenti la piqûre aiguë là où la peau s'était fendue pendant la nuit. Mon reflet était pire qu'avant. Un gonflement violet foncé sous un œil, du sang séché au coin de ma bouche et une égratignure qui courbait ma joue comme une signature cruelle. En bas, des rires montaient de la cuisine.
Le genre de rire qui fait semblant que rien ne s'est passé. J'ai entendu la voix tonitruante de mon père. Grand jour aujourd'hui. Le mariage de notre fille parfaite. Rien ne peut le gâcher. Ma mère a ajouté, je m'en suis assurée. Et le rire de ma sœur a suivi, léger et autosatisfait. Je suis restée là, figée, les mains agrippant le bord du lit. La colère n'est pas venue d'un coup. Elle s'est construite par couches silencieuses. Le choc d'abord, puis la confusion, puis l'incrédulité, jusqu'à ce que finalement quelque chose de plus profond s'installe. Quelque chose de plus froid que la rage. Je me suis levée, je me suis lavé le visage à l'eau froide et j'ai enroulé une écharpe autour de mes contusions. Quand je suis descendue, maman a levé les yeux de la table et a poussé un soupir théâtral. « Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage » a-t-elle dit assez fort pour que les traiteurs l'entendent. « Tu aurais dû être plus prudente en marchant dans le noir. » Papa a siroté son café. « Peut-être que la maladresse est héréditaire » a-t-il marmonné, les yeux pétillants d'un amusement moqueur. J'avais envie de crier la vérité. J'avais envie de sortir le vase de la poubelle et de le jeter au milieu de la table du petit déjeuner en criant « C'est ce que vous m'avez fait ». Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis souvenu à quel point il réécrivait rapidement les histoires. À quel point il me transformait facilement en menteuse. Chaque contusion que j'avais jamais eue, chaque larme qu'ils avaient qualifiée de recherche d'attention. Personne ne croyait la fille invisible. Alors je me suis assise tranquillement et j'ai regardé. Lorsque nous sommes arrivés au lieu du mariage, une salle au bord d'un lac avec des lustres en cristal et des roses blanches partout, je suis restée à l'écart de la foule. Ma sœur, resplendissante dans sa robe de créateur, a descendu l'allée bras dessus bras dessous avec papa, le même homme qui m'avait presque cassé le nez 12 heures plus tôt. Maman a suivi fièrement, chuchotant aux invités. Mes deux filles sont radieuses aujourd'hui. J'ai vu les regards de pitié que les gens me lançaient. Ils pensaient que j'avais eu un accident. Certains chuchotaient que j'étais peut-être jalouse et que j'avais pleuré jusqu'à en avoir le visage enflé. Personne n'a demandé la vérité. Ils ne l'ont jamais fait. Après la cérémonie, je me suis tenue près de la tente du traiteur pendant que tout le monde portait un toast au champagne. Le mari de ma sœur a levé son verre vers mes parents. « Vous avez élevé la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée », a-t-il dit. Tout le monde a applaudi. Mon père s'est tourné et a levé son verre aussi, me regardant droit dans les yeux. « À la famille », a-t-il dit avec un sourire en coin. Même ceux qui font de leur mieux pour ne pas gâcher les photos. La foule a ri. Mon estomac s'est tordu. Maman s'est penchée vers un groupe de femmes et a chuchoté assez fort pour que je l'entende. Elle était jolie avant d'arrêter de prendre soin d'elle. Elle a toujours voulu voler la vedette à sa sœur. Leurs rires ont coupé plus profondément que n'importe quelle contusion. C'est à ce moment-là que j'ai senti mon téléphone vibrer dans mon sac à main. Un message de la seule personne qui m'ait jamais cru. « Ça va ?» C'était ma collègue de la bibliothèque, Sarah. Elle m'avait vu quitter le travail tôt hier pour rentrer à la maison pour le mariage. J'ai répondu, pas vraiment, mais bientôt. Pendant le reste de la réception, j'ai traversé la foule comme un fantôme, recueillant des souvenirs. J'ai écouté. J'ai mémorisé chaque phrase cruelle, chaque sourire moqueur. J'ai regardé mes parents danser sur du jazz doux, trinquant leur verre à nouveau, chuchotant, enfin, quelque chose dont on peut être fier. Et c'est là qu'une idée a commencé à se former. Lente, nette et délibérée. Pas une vengeance par le chaos, pas des cris, pas une exposition, une vengeance par l'image. Ils se souciaient des apparences plus que de la vie elle-même. Leur fierté n'était pas l'amour. C'était une monnaie. Ils la dépensaient à l'église, aux réunions de quartier, au dîner. Notre famille parfaite, nos filles parfaites. Ils vivaient pour cela, alors j'ai décidé de la leur prendre. Après la réception, pendant que les jeunes mariés posaient pour des photos professionnelles, je me suis glissée dans la suite de la mariée. Le téléphone de ma sœur était posé, déverrouillé, sur la coiffeuse, à côté de son rouge à lèvres et de son parfum. Un seul clic et j'ai tout trouvé, ses conversations avec ses amis, les photos de l'enterrement de vie de garçon de son fiancé, les SMS pas si innocents entre elle et l'organisatrice de mariage. Chaque secret qu'ils avaient essayé d'enterrer sous le champagne et les perles était là. Je n'ai rien volé.
Je ne les ai pas envoyés. Pas encore. J'ai juste pris des photos. Silencieuses, précises, horodatées. Puis j'ai ouvert le téléphone de mon père, de la poche de sa veste. Il ne le verrouillait jamais. À l'intérieur, des centaines de messages avec des fonctionnaires locaux, des fournisseurs, des partenaires commerciaux, de l'argent, des pots de vin, sa carrière bâtie sur des accords cachés et de fausses donations. Et maman, son dossier de mail privé nommé « Coup de main ». Il était rempli de mails demandant un soutien urgent à des proches pour ma fille Jessica, en difficulté, en joignant ma photo. Elle avait collecté de l'argent en mon nom pendant des années, leur disant que j'étais malade ou au chômage tout en me traitant d'inutile en face. Au moment où le mariage s'est terminé, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là, ils ont trinqué à nouveau dans le salon, les coupes de champagne tintant, la musique jouant, le rire de ma sœur résonnant dans toute la maison. Je me tenais dans l'embrasure de la porte du couloir, le visage à moitié éclairé par la lampe. Papa a levé son verre vers moi avec une fausse politesse. « Tu peux sourire maintenant, ma chérie. Tout est fini. » Maman a ajouté, « Tu ne seras jamais la jolie, mais au moins tu n'as rien gâché. » Ma sœur a souri d'un air narquois. Je suppose que ce vase t'a vraiment remis les idées en place. Ils ont tous ri, et j'ai fait quelque chose qu'ils n'attendaient pas. J'ai souri, un sourire calme, étrange, stable, le genre qui a fait cesser le rire de maman en premier, parce qu'elle ne savait pas. Aucun d'eux ne savait qu'au matin, l'image de perfection qu'ils avaient gardée toute leur vie commencerait à s'effriter. Les fichiers étaient déjà téléchargés. Les emails déjà programmés. Et pour la première fois depuis que j'étais enfant, je ne me sentais pas petite. Je me sentais éveillée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas à cause de la douleur. Je m'étais habituée à ce genre de douleur il y a longtemps, mais parce que pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur d'eux. La maison qui me semblait autrefois une prison me semblait maintenant temporaire, comme un décor de théâtre attendant d'être démoli. À 5 heures du matin, avant l'aube, je suis sortie de ma chambre, attentive à ne réveiller personne. Le salon sentait encore le champagne et le parfum. Des verres à moitié vides garnissaient la table basse. Le bouquet de quelqu'un s'était fané sur le tapis. Mes parents étaient évanouis sur le canapé, toujours dans leurs vêtements de mariage, ma sœur ronflait doucement sur le fauteuil, ses chaussures jetées. Je suis restée là et je les ai regardés. 3 personnes qui avaient bâti toute leur existence sur l'apparence des choses, et non sur ce qu'elles étaient. Ils pensaient que la nuit dernière était leur victoire. Qu'ils m'avaient enfin humilié jusqu'au silence. Ils ne savaient pas que la même obsession de l'image les détruirait. Car plus tôt cette nuit-là, quand j'étais seule à l'étage, j'avais fait ce que je fais le mieux, travailler tranquillement. Depuis mon ordinateur portable, j'avais programmé 3 envois de mails anonymes, chacun devant partir à 9 heures précises. L'un à la plus grande liste de clients de mon père avec des copies de ses paiements occultes et de fausses factures. L'un au donateur de l'association caritative de ma mère montrant comment elle utilisait ma photo et inventait des histoires tristes sur sa fille malade. Et le dernier, le plus délicat, à la belle famille de ma sœur avec juste une poignée de captures d'écran, pas explicite, pas cruelle, juste assez pour les faire poser des questions auxquelles elles ne pourraient pas répondre. Je ne cherchais pas le chaos. Je cherchais la vérité. À 8h30, j'ai fait ma valise. Mon visage battait à chaque battement de cœur. Mais je ne l'ai pas caché cette fois. Le gonflement, la contusion, ce n'était plus de la honte. C'était une preuve. J'ai enfilé mon manteau et je suis allée dans la chambre de mon fils. Il a cligné des yeux en se réveillant quand j'ai touché son épaule. « Maman, il est temps de partir, mon chéri. » Où ? Quelque part au chaud, quelque part où personne ne nous ment. Il a hoché la tête sans un mot, me faisant entièrement confiance, comme seul un enfant qui a trop vu peut le faire. Nous sommes partis avant que quiconque ne bouge. L'air du matin était froid, mais il était plus pur que jamais. Je n'ai même pas regardé la maison. À exactement 9 heures, alors que nous attendions à l'arrêt de bus, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Une notification, puis une autre, puis des centaines. Les clients de papa, les donateurs de maman, la nouvelle belle famille de ma sœur, tous répondaient, appelaient, transféraient, exigeaient des explications. En quelques heures, tout ce qu'ils avaient construit a commencé à s'effilocher.
À midi, le bureau de papa était en pleine déroute. Un client a divulgué une des conversations de paiement en ligne. Rien d'illégal de ma part, juste une vérité qui ne pouvait être manipulée. Son téléphone sonnait encore quand j'ai vu l'alerte info. Homme d'affaires local sous enquête pour donation falsifiée. Le site web de la fondation Coup de main de maman est devenu inaccessible dans l'après-midi. Une de ses donatrices, ma tante, avait posté des captures d'écran de chaque email frauduleux que maman avait jamais envoyé. Elle a menti en utilisant le nom de sa propre fille, a-t-elle écrit. Elle a dit que la pauvre fille avait des factures médicales. Il s'avère que la fille n'a jamais été informée. Et ma sœur. Le soir, la famille de son mari a annulé la lune de miel. Les photos d'elle envoyant des SMS à l'organisatrice de mariage se sont répandues dans les cercles de potins de la petite ville comme un feu de paille. Aucun d'eux ne m'a appelé, pas une seule fois. Au lieu de cela, la deuxième nuit, mon téléphone a vibré avec un seul message de papa. Pas de salutation, pas de déni, juste 5 mots. Tu penses que ça arrange quelque chose? J'ai répondu lentement. Non, ça montre juste que ce n'était jamais cassé. Seulement faux, et j'ai éteint mon téléphone. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes que prévu. Mon fils et moi avons emménagé dans un petit appartement au-dessus de la boulangerie de Clara. La même Clara qui m'avait montré ma première vraie gentillesse quelques mois plus tôt. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste laissé une couverture pliée sur le canapé et a dit « Un nouveau départ ne demande pas d'explication ». J'ai pris un travail pour l'aider à gérer les comptes. Mon fils a commencé l'école à proximité. Il s'est fait un ami, son premier vrai ami, et est rentré un après-midi avec un dessin de nous deux sous un grand soleil jaune. Il a dit « Maman, je t'ai rendue heureuse ». J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des années. 2 mois plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. Pas d'adresse de retour. C'était une photographie imprimée sur du papier coûteux. Mes parents assis dans leur salon autrefois fiers, maintenant à moitié vide, des panneaux de vente aux enchères visibles à travers la fenêtre. Ma sœur était assise à côté d'eux, le mascara coulant, l'expression vide. Sur la photo, de l'écriture de maman, il y avait les mots « Es-tu heureuse maintenant ?» Je l'ai épinglé au réfrigérateur, non par dépit, mais par souvenir. Parce que le bonheur n'était pas de les voir tomber. Le bonheur était de savoir qu'ils ne pouvaient plus me faire de mal. Un soir, après avoir fermé la boulangerie, Clara m'a trouvée assise sur les marches du porche, regardant le coucher du soleil. « Tu ne penses jamais que tu es allé trop loin ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. « Non, je pense que je suis enfin allée assez loin. » Elle a souri un peu. « Bien. Ne regarde juste pas en arrière trop longtemps. Même la vengeance perd de son éclat si tu la fixes. » J'ai regardé vers l'horizon, la dernière lumière frappant ma cicatrice en voie de guérison. Cela ne me dérangeait plus. Ce n'était plus les maintenant. C'était une carte. La preuve de ce que j'avais survécu. La preuve que je pouvais endurer et reconstruire. 1 an plus tard, j'ai ouvert mon propre petit café en ville, en partie boulangerie, en partie espace artistique. Je l'ai appelé Verre et Grâce. Les gens posaient toujours des questions sur le nom. Je souriais et disais, parce que les deux peuvent se briser, mais un seul reflète la lumière ensuite. Chaque jour, je regardais mon fils rire avec la chaleur que j'avais un jour cru que nous ne ressentirions plus jamais. Et parfois tard dans la nuit, quand je fermais la boutique, je passais devant un kiosque à journaux et je voyais les noms de mes parents en petits caractères, un rappel du scandale qu'ils ne pouvaient pas survivre, des mensonges qu'ils ne pourraient jamais nettoyer. Ils trinquaient à la perfection. Maintenant, la seule chose qu'il leur restait à goûter était le regret. Je ne les ai pas détruits. Ils l'ont fait eux-mêmes. J'ai juste donné au monde le miroir qu'ils avaient brisé contre moi. Et cette fois, c'était moi qui le tenais fermement.